Bonjour. Nous allons parler donc dans la psychothérapie des psychoses, de la psychose maniaco-dépressive et des états mélancoliques. Alors voilà, compte tenu de la manière dont se manifestent les états mélancoliques, et notamment le contenu des auto-accusations ou des auto-reproches, et puis toute la série de symptômes de ce que nous appelons les délires de mort, et nous pouvons appliquer un certain nombre d'actions thérapeutiques. Tout cela en fonction du degré des profondeurs du symptôme et du relief de chaque cycle dépressif. Puisqu'il y a plusieurs degrés, n'est-ce pas, des profondeurs, plusieurs sortes de reliefs dépressifs. Il y a plusieurs types de dépression, plusieurs manières d'exprimer cela. Alors, la première action thérapeutique serait une sorte de reconstruction de l'imaginaire par une révalorisation narcissique. Révalorisation narcissique qui est très nécessaire parce que si c'est vrai, comme nous le soutenons, n'est-ce pas, selon notre théorie, que les états mélancoliques proviennent en grande mesure de ce qu'on peut appeler la forclusion du désir maternel, forclusion de l'amour de la mère, forclusion de l'appartenance à la mère, de cette relation forte qui devrait exister entre la mère et l'enfant. Lorsqu'on arrive à ces configurations-là, nous voyons que l'un des résultats est une sorte de destruction, d'une autodestruction, une autodévalorisation imaginaire. Comme si le narcissisme n'avait pas pu se former comme il fallait. Comme si l'aperçu de soi n'avait pas pu se former comme il le faudrait. Alors, nous savons que si on étudie les formes grammaticales des auto-accusations ou des auto-reproches, qui sont en général données de cette sorte-là, de cette façon-là. Si j'avais pu, si j'avais, ou si je n'avais pas fait ceci ou cela, ou alors j'aurais dû, n'est-ce pas? C'est dans ces formes grammaticales qui vont toujours dans le sens de quoi? Dans le sens de à quoi bon? Puisque maintenant c'est trop tard, maintenant c'est foutu. J'aurais dû faire telle ou telle chose, mais je ne l'ai pas faite. Bon, et même si je l'avais fait, et à quoi bon? Ça ne sert à rien. Donc dans ces formes grammaticales des auto-reproches, on peut déceler une charge émotionnelle, une charge affective qui est contenue, qui est enfermée et qu'il s'agit de libérer. Mais alors, libérer comment? Parce que cette charge affective et émotionnelle, elle se manifeste aussi en plus de ces formes grammaticales qui sont parfois lancinantes, qui sont répétitives, qui sont monotones, qui montrent le marasme dans lequel le sujet se situe. Marasme peut-être aussi où se situait la mère vis-à-vis de cet enfant, et parfois même avant sa naissance,
et parfois même avant sa conception. Comme quoi les choses ne sont pas génétiques dans le sens médical du terme, mais sont psychogénétiques, puisque parfois, n'est-ce pas, il y a la place du sujet qui le préexiste et va le déterminer. Donc, nous disions que les manifestations de cette charge émotionnelle et affective passent d'un côté par le contenu et les formes grammaticales des auto-reproches, mais vont faire incidence aussi, vont d'une certaine façon se manifester, mais très indirectement, dans les deux cas, aussi bien dans les auto-reproches que dans cette chose-là dont on parle, va se manifester de façon très indirecte, à savoir dans l'autodévalorisation de l'image de soi. Donc, vis-à-vis de cette question, il va s'agir de revaloriser, d'aider le patient à revaloriser l'aperçu de soi, son opinion de soi-même, et le rapport avec son propre corps, le rapport avec l'aider à s'intéresser aussi avec des choses qui sont illusoires, qui sont de l'ordre de la fantaisie, qui sont de l'ordre des images, de l'imagination, n'est-ce pas? Puisque nous savons que chez l'être normal, en général, il peut avoir cette fonction-là de l'imagination, une fonction très plaisante parfois. Parfois c'est un peu trop, mais qui peut être une fonction plaisante et qui a une fonction symbolique d'organiser les choses, de considérer et de se projeter dans quelque chose de bien et de beau et d'adéquat à nous. Donc il s'agit d'aider les patients à revaloriser un minimum son aperçu de soi-même, s'intéresser par des choses qui peuvent être illusoires et imaginaires, mais qui ont cette fonction-là, et utile, n'est-ce pas, pour la construction de soi-même, et s'intéresser pour les accessoires qui sont proches du corps. Alors, y compris des choses qui seraient même un peu plus loin du corps, mais qui ne le sont pas tant que ça. Par exemple, l'urbanisme proche. Le patient mélancolique peut considérer que les rues de son quartier, les places, les marchés, les monuments, les ruelles, ou les avenues, les boulevards, ou l'endroit où il habite, et les meubles urbains, etc., sont laids, sont moches, sont désorganisés, dissociés, déconnectés de tout intérêt. Un peu comme si c'était une extension, une projection de son propre corps qu'il considère de cette façon-là. Donc nous avons là à l'aider à se réintéresser à son urbanisme proche, mais aussi à son habitat, puisque souvent le mélancolique il se délaisse de ces choses-là, et de ses vêtements, aussi bien que des choses plus proches du corps, comme la peau, donc le rapport à l'odeur, à la question tactile, etc., etc. Et y compris, on pourrait l'aider aussi à s'intéresser à quelques soupçons de plaisir qui peuvent exister dans son propre corps et aussi bien dans le corps d'autrui. Notamment dans les cas où il y a des patients qui sont en couple, qui ont encore une vie amoureuse et sexuelle et qui peuvent se déconnecter trop facilement de ça, alors que ça serait aussi un moyen pour aider à revaloriser cet imaginaire qui est détruit en grande partie, ou qui est en train de se détruire en grande partie. Alors, évidemment que ce travail-là est un travail très long,
très pénible, mais qu'il s'agit de soutenir pour permettre au sujet d'exprimer un tout petit peu autrement que par les symptômes du délire de mort, autrement que par les auto-accusations ou auto-reproches, et ces points qui ont à voir avec l'imaginaire et avec une valorisation de lui-même. Voilà, ça c'est un point important et qui peut prendre beaucoup de temps dans le travail avec les états mélancoliques. Un deuxième point, une deuxième action thérapeutique, serait celle qu'on pourrait l'appeler une restitution de la part affective émotionnelle de l'analyste. Alors, nous savons que dans la psychothérapie psychanalytique, on peut, avec le temps, avec le travail, avec l'approfondissement du travail, on peut venir à apprendre des choses sur la pathologie du cas en question. Mais on sait très bien que parfois, la connaissance ou le savoir qu'on peut extraire de ces cas ne suffisent pas pour faire que les choses changent chez les patients. Et parfois les patients le disent. Parfois les patients peuvent dire « Mais monsieur, là je commence à mieux connaître mon cas et à savoir comment ça se passe, les choses, etc. Mais mon problème est toujours là. Alors qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour arriver à ces changements que j'attends depuis longtemps? » Et voilà qu'on arrive à un point où il est nécessaire de toucher d'une façon ou une autre à cette question-là, qui est la question de l'affect, de l'émotion. Mais le sujet ne peut pas, justement, c'est son problème, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas, sans dommage ou sans danger, toucher ça de plus près. Donc, c'est à ces moments-là que l'analyste peut prêter sa personne pour faire que le sujet puisse se connecter un tout petit peu avec ça. Comment? Quand les sujets amènent ces symptômes et ça, la répétition, cette complainte, cette plainte, n'est-ce pas, lancinante, répétitive, et il peut avoir une réaction ou des réactions affectives et émotionnelles chez l'analyste. Alors, il ne s'agit pas de passer ça comme si ça n'existait pas, comme si ça n'appartenait pas au travail qu'on fait ici avec les patients. Non, au contraire. Parce que l'analyste peut ressentir ses affects, ses émotions, selon sa personnalité, selon son propre vécu, bien sûr. Mais ces choses qu'il ressent, à partir des choses que les patients disent, ne lui appartiennent pas forcément à l'analyste. Il ressent selon sa personnalité, mais ce sont des choses qu'il ressent, que ce qu'il ressent, ça fait partie du message que l'autre est en train de lui envoyer. Alors, si on prend les choses de cette façon, et si on permet au patient d'avoir un aperçu de ça, on peut l'aider à connecter mieux ce dont il se plaint avec ce qui serait enfermé dans sa plainte, à savoir l'affect et l'émotion. Alors, le problème, c'est qu'en faisant comme ça, si tout va bien, il peut avoir une crise. Il peut avoir un effondrement du patient, un effondrement temporaire mais puissant,
Alors, il peut être puissant, mais il est provisoire